Saga présente Étranger, tome 2, de Karasolac, lu par Marie Lamarque. Chapitre 1. Lila. 20 ans plus tôt. « Où est-ce que tu vas le soir, Lila ?» chuchote Adrien en se collant contre mon bras. Tandis que les adultes discutent, je me suis faufilée entre les deux frères que je côtoie depuis quelques mois maintenant. La question me gêne et me perturbe. Je fronce les sourcils et souffle en retour. « Chez moi ?» Je détourne le regard, incapable d'affronter le mépris que je crois lire dans ses prunelles. Il se renfrogne, maugré des paroles que je ne comprends pas, alors que Luc cherche à me faire sourire. « Tu as encore de ces cookies de la dernière fois ?» demande-t-il, des étoiles dans les yeux. Et je le comprends, Émilie, ma tante, fait les meilleurs cookies de la terre. On en cuisine tous les dimanches. « Je t'en ramènerai la prochaine fois », déclarai-je en riant, ce qui m'attire les foudres d'Adrien, muré dans un silence persistant. Il s'éloigne de moi, me lance un regard glacial. Tout le monde n'a pas la chance d'être une princesse, hein, Alana ? Mais Alana fixe obstinément ses mains sans relever la tête, et je me tais. Adrien se montre tour à tour joyeux, joueur et méchant. Quant à Alana, je peux ressentir sa peur incessante et les ombres qui se dessinent dans ses grands yeux verts. L'atmosphère pesante gagne du terrain lorsque mon père revient vers la table de travail, laissant les deux hommes en blouse blanche à l'entrée de la salle. De sa part, j'ai à peine le droit à un rictus s'approchant du sourire. Ici, je ne suis pas sa fille, je suis une élève, au même titre que les autres enfants. Je remonte mes manches, les journées printanières sont traîtres. Trop froid le matin, trop chaud le soir. Avant de partir travailler, Émilie m'a préparé un t-shirt à manches longues dans lequel je commence à suffoquer. « Alana, viens sur l'estrade !» La voix de mon père tombe comme un couperet. Il assène la sentence d'un ton bien trop serein. Agitée d'un tremblement, Alana se redresse malgré tout. Seul le bruit régulier de ses chaussures frottant sur le sol brise le calme apparent. Tous les yeux sont rivés sur la petite fille. Les miens dérivent vers l'être imposant qui l'attend. Cet homme grisonnant dans la force de l'âge, constamment tiré à 4 épingles, la maîtrise absolue en toutes circonstances. Si paternel à la maison, si distant en ces lieux. Depuis mon accident, je ne vais plus à l'école. Il me fait les cours chez nous et ici, à l'institut. Comme si ma vie s'était arrêtée ce soir-là, comme si je n'existais plus. Et c'est un peu le cas, à vrai dire. Mon regard s'échappe vers mes camarades. Nous appartenons approximativement à la même tranche d'âge, entre 10 et 14 ans. Je le sais pour l'avoir vu dans les cahiers de papa, même si nous discutons peu de l'institut. J'aime bien Luc, il a cet air bienveillant accroché au visage. Pour son frère, c'est autre chose. Il passe son temps à me pousser à bout comme s'il m'en voulait d'être moi. Lorsque papa a commencé les cours, il y a un peu plus d'1 an, il n'y avait que et moi. Désormais, nous sommes une dizaine d'enfants. Un coup porté sur le tableau recentre mon attention. Papa relâche son bâton et inscrit rageusement le mot « concentration » à la craie, l'air sévère. « Il faut que tu sois plus attentive, Alana, un petit effort. » Elle acquiesce en soupirant, ferme les paupières et enserre la coudoir du fauteuil sur lequel elle est assise jusqu'à ce que les jointures de ses doigts deviennent blanches. Le bourdonnement émis par le casque sur sa tête prend de l'ampleur et je lutte pour ne pas plaquer les mains contre mes oreilles. Les ondes parasitent mon esprit, des petites étoiles apparaissent devant mes yeux, je suis à la limite de basculer quand soudain tout s'arrête. Plus de bruit, plus de bourdonnement. Alana est affalée sur le siège, les yeux révulsés. Elle a réussi à voyager dans un autre monde. Papa la regarde avec fierté, un petit sourire aux lèvres. « La concentration est primordiale », assure-t-il avec enthousiasme. Chapitre 2. Lila. Le flot des souvenirs m'assaille et me laisse déboussolée, pantelante. J'esquisse un sourire qui se rapproche plus de la grimace. « Tout va bien, bébé ?» Encore sous le choc, je ne parviens pas à retrouver l'usage de la parole. Je rêve ou il m'a appelé bébé ?
Si j'en avais la force, je pense que je me mettrais à glousser nerveusement. Mais là, c'est le blackout total. J'essaie mentalement de mettre de l'ordre dans mes idées, mes pensées, mes souvenirs. Étrangement, la réalité de Valéria s'estompe au profit de ce monde nouveau. Le vent souffle par à-coups. Les feuilles virevoltent dans un bruissement délicat. J'ai un peu mal au crâne. Je baisse les yeux tandis que la paume de sa main frôle ma joue. Alors on va rentrer. Luc appelle Emma qui slalome entre les troncs d'arbres avec sa trottinette fuchsia. Mon regard englobe la nature environnante, le calme serein qui s'en dégage, avant de se fixer à nouveau sur la petite fille. Emma. Cette fois, les souvenirs sont nets et s'imposent à mon cerveau. Emma a 6 ans. Elle est née en plein été, durant les fortes chaleurs qui étaient insupportables pendant ma grossesse. J'ai rencontré Luc il y a près de 10 ans. Nous sommes mariés depuis 8 ans. J'analyse ces souvenirs sans les ressentir, comme un automate. Quelle sensation étrange! Comme si j'étais sur le point de les toucher du doigt sans jamais les atteindre, comme un film qui défilerait dans mon esprit. Mon mari m'attrape la main, puis me dirige vers notre voiture, une Subaru BRZ dans laquelle il a bien du mal à caser la trottinette tant la place à l'arrière est limitée. Je cache mon sourire derrière ma main en l'observant en pleine galère. Il adopte alors un air faussement vexé et souffle « On ne se moque pas, Madame Conrad !» Je me fige devant son regard empli de tendresse, alors que le dégoût qu'il m'inspire s'amenuise. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Mon cœur tambourine. La nausée m'envahit. Je me sens écartelée entre les souvenirs prisonniers de ce corps et ceux, plus horribles les uns que les autres, de ses actes à Valéria. Saisie d'un étourdissement, je prends appui sur la voiture. J'aimerais tant qu'Adrien soit à mes côtés. Je ne comprends pas ce monde. Je ne comprends pas les changements qui s'opèrent en moi. Mais par-dessus tout, je ne comprends pas comment cette Lila a pu épouser Luc. « Tu m'inquiètes, Lyle, bois un peu », ordonne-t-il en me tendant une gourde métallique. « Tu devrais peut-être consulter un médecin. Le docteur Elvich est à la clinique aujourd'hui, on peut s'y arrêter. » Je secoue vivement la tête. Je veux juste... Quoi, exactement? Rentrer chez moi? Je n'en ai pas. Je soupire lourdement, clos mes paupières quelques secondes avant de les rouvrir devant l'agitation d'Emma. « Regarde ce que j'ai trouvé, maman, un marron !» La petite fille sautille devant moi, rendant plus palpable cet instinct maternel sous-jacent. Ses boucles brunes, pas aussi sombres que les miennes, ornent sauvagement son petit minois de poupée. Quelques taches de rousseur rehaussent son teint d'albâtre et son nez fin se retrousse d'excitation enfantine. « Waouh !» Je m'extasie exagérément, mais elle me renvoie un tel sourire qu'il réchauffe mon cœur perdu. « Prends-le pour la maison, princesse !» propose son père en s'installant au volant. Je fais machinalement passer la petite fille derrière mon siège avant de prendre place moi aussi dans le véhicule sportif. Il sent le cuir neuf. Luc ne l'utilise que rarement. Je ne me souviens pas de la raison. Certains souvenirs s'imposent naturellement à mon esprit, comme le pavillon que nous avons acheté ou encore les dimanches en famille. D'autres, en revanche, me semblent plus obscurs, comme en ce moment où il gare la voiture dans un parking aménagé. Le soleil sur le déclin m'éblouit avec ses rayons orangés auréolés de ce rose qu'on distingue derrière les rares nuages. Luc m'attrape à nouveau le bras avec sollicitude et nous cheminons vers l'entrée de la ville, suivi d'une petite voix scandant une chanson bien trop entêtante, pour ne pas dire énervante, qui m'est inconnue. Boum boum disco, boum boum, j'ai mal au cœur. La ville est réservée aux piétons, ce qui nous permet de circuler aisément au beau milieu de la petite route. Après avoir parcouru environ 300 mètres, Emma descend de sa trottinette et nous nous approchons d'une villa moderne, aux tuiles ardoises et au jardin parfaitement entretenu, dont on ne distingue pas la fin. J'adore cette maison. J'ignore quelle Lila parle en moi, mais le fait est que le cadre paraît si paisible que je m'y sens déjà chez moi. Lorsque je franchis le pas de la porte, d'autres visions me submergent. Emma faisant ses premiers pas dans le salon, les discussions au coin du feu, la bonne odeur de chocolat chaud. Tous ces éléments distillent en moi un sentiment de bonheur, celui que je n'ai pas eu la chance de connaître à Valéria, celui qui s'esquissait doucement dans les bras d'Adrien. C'est à la fois agréable et terrifiant.
J'embarque Emma pour aller à la piscine, déclare Luc de la chambre à l'étage. Perdu dans mes pensées, je suis restée immobile dans l'entrée de la maison. Je frotte mes mains l'une contre l'autre sans parvenir à me mouvoir. Luc se matérialise devant moi et claque un baiser contre ma joue, laissant un léger frisson m'envahir. « Va te reposer, bébé, nous serons rentrés pour le repas. » Je hoche la tête sans conviction, puis ébouriffe les cheveux d'Emma. « Sois mignonne, ma puce !» Laissai-je échapper comme une habitude au goût de miel. La petite fille encercle ma taille en riant. « Je pourrais manger un malabar en rentrant, maman ? » ?»« Après le repas, si tu veux. Maintenant, file, ton père t'attend déjà dans la voiture. » Je ne sais d'où sortent mes répliques, certainement des mécanismes adoptés par mon double. Je suis étonnée de la fluidité de mes pensées, de mes paroles en leur présence. Une fois la porte refermée, je m'assois sur le canapé, les bras ballants. J'ai l'impression d'avoir l'esprit court-circuité. Si se mélangent dans ma tête les souvenirs et le vécu des deux Lilas, celle d'ici et celle de Valéria, je ne parviens résolument pas à trouver ma place parmi elles. Qui suis-je ? Où sont mes propres souvenirs ? Cette situation me laisse frustrée, découragée. Après quelques longues minutes d'apathie totale, je me relève et explore toutes les pièces de la maison. Récente, elle comporte une immense pièce à vivre, ouverte sur la cuisine aux aménagements dernier cri. À l'étage, 4 chambres complètent cette habitation idyllique au confort douillet. Dans ce que je pense être notre chambre, quelques photos ornent la tête de lit. Mon doigt trace le contour de l'image représentant le jour censé être le plus heureux de ma vie, mon mariage. Sur une autre, je peux apercevoir Emma bébé. Mon cœur se serre à la vue de ce petit ange au creux de mes bras. Je détourne le regard, qui se pose sur un fauteuil à bascule dans le coin de la chambre. Je m'y installe et recouvre mes jambes d'un châle qui traînait, quand une vision m'assaille. Quelles sont les ressources du monde ? Je retire le brassard du tensiomètre fixé au bras d'Adrien en soufflant d'exaspération. Sa tension est de 9,6, il a besoin de repos. Quand il aura fini son débriefing. Mais vous pouvez disposer, Dr Stevens. Vous reprendrez l'examen lorsque le sujet repartira dans sa chambre. Je me redresse et sors de la pièce étriquée qui me donne la sensation de manquer d'oxygène. Dos contre le mur, je me laisse glisser au sol. Il faut que je me reprenne. Et vite. Lorsque je reviens vers la réalité, je ne peux dire combien de temps je suis restée dans ce siège, me balançant au gré de mes pensées. Je me lève enfin et pars à la recherche de mon sac à main. Il se trouve à sa place habituelle, dans le placard de l'entrée. Je l'ouvre et cherche frénétiquement mon téléphone. Une fois le Graal trouvé, je fais défiler mes contacts d'une main tremblante avant de trouver celui qui m'intéresse. Adrien. Son numéro est là, sous mes doigts crispés. Alors je l'appelle, sentant mon sang battre contre mes tempes à en être étourdi. Au bout de la 3e sonnerie, je pressens que je vais défaillir quand enfin mon interlocuteur décroche. Mais mon cœur a un loupé lorsque j'entends la voix qui me répond. « Lila, c'est Alana !» Une colère venue des tréfonds de mon ventre jaillit sans prévenir. Pourquoi y a-t-il toujours une Alana dans son existence ? La jalousie s'infiltre sans que je ne cherche à la contenir. « Tu as le téléphone d'Adrien ?» Ma voix n'est pas cordiale et laisse percer mon agacement. Le léger blanc qui suit crée un malaise palpable et je me frotte le front, les nerfs à fleur de peau. « Il l'a oublié, il est parti faire une course », explique-t-elle d'une voix hésitante. « Qu'est-ce que tu lui veux ?» C'est de bonne guerre, l'hostilité prédomine tandis que je m'effondre. J'ai besoin de le voir, besoin de m'affranchir de cette vie faite d'inconnus. Il détient les réponses à bon nombre de mes questions et pour être honnête, j'ai besoin de lui, tout simplement. « Oh, rien de spécial, je me disais que vous pourriez venir manger la semaine prochaine. » Je reprends une certaine maîtrise de la situation. C'est une excuse valable et suffisamment éloignée pour ne pas avoir à la subir en chair et en os. J'espère bien qu'on ne sera plus dans ce monde d'ici là. Pourquoi pas, oui. J'en parlerai à Adé quand il rentrera. Je te laisse, mon ragoût va brûler. Esquive-t-elle sans me leurrer. Je ne l'apprécie pas. Mon double non plus, c'est une certitude. Le regard rivé sur le téléphone, je sursaute lorsqu'un coup sec retentit à la porte.
Sous le coup des souvenirs, mon pouls s'accélère, la peur s'invite, je crains à nouveau pour ma vie. Paniquée, je parcours la pièce afin de trouver une issue, quand un second coup résonne, plus fermement. « Lila !» crie une voix désespérée. Je me précipite vers l'entrée et me jette dans les bras d'Adrien sans même refermer la porte, ce qu'il fait lui-même du bout du pied sans me relâcher. Ma résistance s'écroule et je fonds en larmes sans pudeur. Il m'enlace et me berce tendrement, tout en caressant ma chevelure revêche. Sans s'impatienter, en silence, il laisse mes sanglots s'apaiser d'eux-mêmes. Je sens se régulariser les battements frénétiques qui agitaient mon cœur. Puis je me détache avec réticence. Nos regards s'enchaînent, mais j'ai à peine le temps d'observer les changements qui se sont opérés depuis Sorène, que ses lèvres écrasent les miennes avec passion. Elles sont froides, avec un petit goût de fraise des bois qui m'ensorcelle. Ses gestes sont délicats, son baiser intense. Il me pousse doucement contre le mur, se détache et enfouit son nez dans le creux de mon cou. Son souffle balaye ma nuque, et moi je succombe. Je m'abreuve de sa douceur, des frôlements exquis qui pulvérisent mes hésitations. C'est lui, rien que lui. Tout va bien? Je ne saisis pas vraiment le sens de sa question. Mes larmes, la situation, ce nouveau monde, ma propre existence? Toutes mes questions sont évincées par sa présence. Je me sens en sécurité, certaine que désormais, rien ne peut m'arriver. Maintenant oui, soufflai-je en effectuant un pas sur le côté. La distance semble le ramener vers la réalité de notre situation. Ses traits s'obscurcissent et son froncement de sourcils signe son inquiétude et ravive la mienne. Nous n'avons jamais mis les pieds dans ce monde, Lyle, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce que c'est l'inconnu. Ce monde peut être une totale catastrophe. La moindre modification par rapport au nôtre peut avoir engendré des aberrations, comme à Valéria. Mais en parallèle, nous serons plus difficiles à localiser. Pensif, il se poste devant la fenêtre et observe les allées-venues des passants. Tout a l'air si calme, si paisible. Je me sens plutôt sereine ici. Tout est trop calme. Méfie-toi des apparences. J'ai du mal à synchroniser mes souvenirs, alors je n'arrive pas à trouver la faille. Tu verras au fur et à mesure des voyages, les complications s'invitent. C'est comme si tu étais habité par de multiples personnalités qui se battent pour dominer. Le vrai moi est au-dessus de la mêlée. Mais les autres, même s'ils ont du mal à s'imposer, ne sont pas loin. L'Adrien de Sorène est encore bien trop ancré en moi. Et l'Adrien de ce monde ne m'a pas encore livré tous ses secrets. Plaisante-t-il avec l'ombre d'un sourire. Je prends le temps de mieux l'observer. Les changements ne sont pas spectaculaires. Pourtant, je note sa coupe de cheveux très courte et la barbe qui mange son visage au trait fatigué. Il retrousse ses manches et son regard se perd une nouvelle fois vers l'extérieur. « Où est Luc ?» m'interroge-t-il d'une voix monocorde. Mon cœur se serre devant l'évidence. Dans ce monde, j'en aime un autre. Sorti, avec Emma. Ma réponse laconique n'engendre aucune réaction. Alors je poursuis. J'ai besoin d'en savoir plus. J'ai besoin que tu m'expliques ma vie. Ma voix étreinte par l'émotion vacille et meurt dans un souffle. Je ne sais pas de combien de temps nous disposons, commence-t-il en se postant face à moi. Et tout serait bien trop long à raconter. Pour faire simple, nous vivons dans un multivers, un univers à réalité parallèle multiple. Des millions d'univers, sans aucune connexion, du moins pour le commun des mortels. Chaque choix, chaque décision, chaque possibilité induit fatalement une solution et un monde différent. C'est comme si nous vivions dans un jeu vidéo grandeur nature. Pendant qu'une partie de la communauté scientifique se concentre sur l'étude des trous noirs et des trous blancs comme seule façon de créer un pont entre les différents univers, nous pouvons franchir ces mondes sans support physique. Ou presque. Tout est là-dedans, indique-t-il en tapotant le sommet de mon crâne. Pourquoi suis-je incapable de m'en souvenir? Son sourire naissant disparaît, et le petit pli soucieux barre à nouveau le milieu de son front. J'aimerais bien le savoir. La dernière fois que je t'ai vu, tu n'étais pas dans ton état normal. Tu as disparu le lendemain, sans que personne ne retrouve ta trace. Son regard s'échappe et relance ma suspicion.
Est-ce que je connais réellement l'homme qui me fait face? Dans quelle mesure est-il celui dont je suis tombée amoureuse à Valéria? J'ébauche un mouvement de recul lorsqu'il fait un pas en avant et, contrarié, il s'agace. Je pensais qu'on avait dépassé le stade de la confiance, Lila. Je pensais que me mentir sur toute la ligne remettait un peu tout ça en cause, ironisais-je avec un faux sourire. Il soupire, se passe la main dans les cheveux. J'ignore ce qui s'est passé, je ne peux rien te dire de plus. Je ne cherche qu'une seule chose, te maintenir en vie et rentrer chez nous. S'il te plaît, ne doute pas. Pourquoi nous poursuivent-ils? Éludai-je. Pour nos capacités. Nous sommes une mine d'or, Lyle. Nous pouvons exploiter à notre guise les ressources et le savoir de milliers d'univers. Une partie d'entre eux a une technologie plus avancée que la nôtre. D'autres ont des concepts que l'on pourrait mettre à profit pour améliorer la vie dans notre monde, ou le manipuler. L'Institut cherche à nous exploiter, à faire de notre vie une servitude. Nous n'existons pas par nous-mêmes, mais pour les autres, dans le seul but d'enrichir une poignée de technocrates sans scrupules. Adrien reprend son souffle, et moi, j'essaie d'assimiler ces paroles qui me paraissent tellement loin de ma réalité. Combien sommes-nous? 11. Nous sommes tous traqués? Non, grimace-t-il. Juste 4 d'entre nous. Les 7 autres sont sous le joug de l'Institut. C'est eux qui nous poursuivent. Lâche-t-il en serrant les poings. Plus les heures passent, plus les souvenirs de cette Lila s'imposent à mon esprit. J'ai la sensation qu'elle est heureuse ici. Je m'y sens bien, à l'abri. La vie que me dépeint Adrien n'est pas celle dont je rêve. Même Luc ne m'effraie plus autant. Ce monde a l'air idyllique, Adrien, pourquoi rentrer? Il baisse la tête, et je l'entends rire de façon sarcastique. Idyllique, hein? Je suis ravie de voir que tu apprécies autant la vie ici, souffle-t-il, amer. Je détourne le regard. J'ai conscience de l'absurdité de ma remarque, mais après Valéria, la lutte et les tortures, j'aspire à une vie de calme. J'en viens à souhaiter de ne jamais retrouver la mémoire. Devant mon manque de réaction, Adrien m'attrape la main et me tire vers l'extérieur. À cette heure de la journée, les ruelles de la ville sont animées. Le flot de passants sillonne les rues comme dans une fourmilière. « Regarde !» m'ordonne-t-il sans plus me toucher. « Rien ne te choque. » Mes yeux alternent entre le jeune homme et les habitants, que je dévisage en fronçant les paupières. « Qu'est-ce que… » J'arrête la phrase, tourne la tête dans toutes les directions pour m'assurer d'un petit détail. Beaucoup d'enfants jouent en toute sérénité sous les éclats de rire des parents bienveillants qui les surveillent. Des couples se tiennent par la main, des hommes et des femmes seuls traînent le pas. Rien de négatif, du moins à première vue. Alors, insiste-t-il avec flegme. Ils sont tous jeunes, il n'y a aucune personne vraiment âgée. Je détaille les nouveaux arrivants avec la même conclusion, puis hausse les épaules en attente d'une explication. 50 ans. Ils n'ont pas plus de 50 ans. Et tu sais pourquoi? Je secoue la tête, soudain épuisée par la conversation. Les souvenirs de mon double s'imposent à moi, tu devrais rapidement t'en rappeler toi aussi. Parce que dans ce monde en proie à la surpopulation, la loi impose un âge limite légal. 50 ans, Lila. Un frisson parcourt mon épine dorsale. Je papillonne des yeux, l'air me manque. Je m'accroche au bras d'Adrien, refusant la réalité. Je ne comprends pas. Bien sûr que si, tu comprends parfaitement. Pour pallier le problème de la surpopulation, les personnes âgées de plus de 50 ans sont purement et simplement euthanasiées. Quel monde idyllique, n'est-ce pas? Oh, et pour couronner cette vie parfaite, chaque femme ayant déjà eu un enfant est stérilisée. Cynique, il tape dans ses mains, puis prend le chemin de la maison sans un mot de plus. Il me laisse rentrer la première et claque la porte derrière nous, me faisant sursauter. Je sens que sa colère englobe une multitude de choses, pas uniquement ce monde, et je ne sais comment réagir pour le calmer. D'accord, ce monde n'est pas parfait. Et le nôtre, l'est-il? Je détourne la conversation, impatiente d'en découvrir plus sur ma propre existence. Rien ni personne n'est parfait, Lila, soupire-t-il. Il faut que je rentre, Alana va se poser des questions. Penser qu'Adrien puisse m'abandonner fait monter les larmes que je cache en battant des cils.
Alors qu'il esquisse un mouvement vers la porte, je le retiens par la manche. « Ne me laisse pas. » Sa bouche laisse apparaître une légère grimace et ses yeux se plissent douloureusement. Puis ses traits se détendent et il me sourit, sans que la joie n'atteigne son regard turquoise. Il passe une main derrière ma nuque et dépose un léger baiser sur mon front. « Tu as raison sur une chose. Pour l'instant, dans ce monde, nous sommes en sécurité. Et tant qu'on le sera, on y restera. »« Quoi ?» ?»« Lila, tu as quitté notre monde sans nous en avertir, et en prime, tu as perdu la mémoire. On va se poser ici quelques jours, le temps de voir si d'autres souvenirs te reviennent. » Son regard se trouble, chargé d'ombres impossibles à décrypter. J'ignore comment l'expliquer, mais si j'ai une conscience accrue de mes sentiments envers lui, une ombre demeure constante. Que me cache-t-il? À quel point puis-je lui faire confiance? Chapitre 3. Adrien. Lila me tue, littéralement. Il y a tellement d'inconnus autour d'elle, et en même temps, tout est à portée, enfoui quelque part dans son cerveau. Encore que j'ignore si c'est une bonne chose, parfois mon esprit me susurre que c'est mieux ainsi, oublier et ne jamais se souvenir. Les sensations se bousculent dans ma tête. J'ai envie de la secouer, j'ai envie de lui hurler dessus. J'ai surtout envie de l'embrasser, à vrai dire. La robe fluette légèrement transparente qu'elle porte en ce moment même ne m'aide pas à rationaliser la situation. Elle a remonté sa chevelure ébène en un chignon lâche, dont quelques boucles parsèment son cou laiteux, et rehaussé son regard d'un trait de crayon qui met en valeur ses yeux de biche. Je sors néanmoins de ma contemplation lorsque je perçois des cris d'enfants dans la rue. C'est alors que je vois son reflet, de l'autre côté de la fenêtre. Mon frère. J'ai du mal à déglutir. La jalousie m'étreint, doublée d'une part non négligeable de culpabilité. Bordel, ma vie est un foutoir sans nom. Un imbroglio que je dois démêler, si du moins nous parvenons à rester vivants. Sans réfléchir, je prends le visage de Lila en coupe et goûte une dernière fois la saveur de sa bouche. Attention de ne pas interférer dans la vie de cette Lila, soufflai-je avec un regard vers la porte d'entrée. On se voit demain, promis? Je presse une dernière fois mes lèvres contre les siennes et recule d'un grand pas, tandis qu'entre Luc et Emma. Les relations humaines me laissent perplexe. J'ai beau ne pas croire au destin et à toutes ces foutaises, j'ai pu expérimenter des dizaines de mondes où nos doubles sont intimement liés, d'une façon ou d'une autre. Luc embrasse Lila à pleine bouche, tandis que mes ongles s'enfoncent dans la paume de mes mains. J'adresse un sourire de surface à Emma qui m'interroge comme seuls les enfants savent le faire. « Qu'est-ce que tu fais là, oncle Adrien ? Qu'est-ce que tu fais là, oncle Adrien ?» J'ai cette fois l'attention de toutes les personnes présentes. Luc me serre la main d'une poigne ferme, le regard inquisiteur. Quand je fouille la mémoire de mon double, rien ne laisse présager une quelconque tension entre lui et moi. Je tâche d'être convaincant dans la réponse. « Eh bien, je suis sauvé par le téléphone de Lila qui vibre sur la table basse. » Luc fronce les sourcils en découvrant l'auteur de l'appel. La jeune femme, quant à elle, peine à trouver ses marques. « C'est Juliette !» Elle m'envoie un regard désespéré. Moi-même, je frissonne en songeant à la fin tragique de son amie à Valéria. Encore une constante dans la vie de Lila. Juliette, de par les différents mondes que nous avons côtoyés, reste une amie qui transcende les univers. « Réponds !» ?»« Ne réponds pas. » La voix de Luc et la mienne s'entremêlent. Surpris, je me tais et suis mes propres conseils. Ne pas interférer dans la vie des doubles, quoi qu'il m'en coûte. Et quand je regarde Lila et son mari, je dois avouer que ça m'en coûte. Beaucoup. Mon frère me foudroie du regard avant de déverser son mécontentement sur Lila. « Laisse-la dans ses embrouilles, Lille, ou tu finiras par couler avec elle. » La jeune femme prend un air contrarié. J'imagine le cheminement de ses souvenirs, avant même qu'elle ne réplique. En parallèle, je fouille la mienne. Juliette est une résistante, et cela, manifestement, dans tous les mondes. Un léger sourire retrousse mes lèvres sont des mots qui sortent de la bouche de Lila. « Juliette est mon amie. Elle l'était avant même notre rencontre. Que tu ne l'apprécies pas ne te donne pas le droit de m'imposer ton avis. Je ne suis pas sous tes ordres. » Contre-t-elle en récupérant le téléphone de ses mains. «
Monte jouer un peu, ma puce ?» se reprend-elle en s'adressant à Emma. La petite ne se fait pas prier et grimpe dans sa chambre après m'avoir envoyé un clin d'œil. Je souffle, gênée d'assister à cette scène, sans pour autant ressentir l'envie de quitter la maison. Lila fixe le téléphone, qui se remet à vibrer. « Allô ? Où es-tu ? Tu vas vraiment finir en tôle. Je sais que tu n'as rien fait de mal. D'accord, j'arrive. » Elle raccroche, rive son regard sombre au mien, mais s'adresse à Luc. « Je ne veux pas de tes remontrances, on en parlera plus tard. » Il l'attrape par l'épaule et la retient. Et moi, je résiste à l'envie de la lui ôter. « Je ne te laisse pas y aller seule. » Elle se dégage, me lance un coup d'œil discret. « Reste avec Emma, d'accord ? Je n'ai pas envie qu'on se dispute durant le trajet. Adrien, tu veux bien m'accompagner ? Ça fera plaisir à ton frère ?» crache-t-elle avec dédain. Je réprime un sourire devant son ingéniosité, sans compter la satisfaction que je sens naître devant leur animosité, vite balayée par la réalité. Ce devrait être le cadet de mes soucis. Excédé, Luc libère les 2 premiers boutons de sa chemise et s'ébouriffe les cheveux. « Je ne sais pas, commençai-je. Tu n'as pas à faire ça, frangin. Désolé que tu assistes à cette scène. Aucun souci, je l'y accompagne, si ça peut te rassurer. » Il hoche la tête, toujours énervé, mais moins tendu que tout à l'heure. Puis s'approche de Lila et lui susurre des paroles que je ne peux entendre. La mâchoire crispée, elle sort sans un regard en arrière et je la suis, lorsque la voix de Luc m'interpelle. « Tu veux que j'appelle Alana ? » ?»« Je le ferai, merci. » Lila m'attend sur le trottoir, les bras croisés. Sans desserrer les dents, nous déambulons dans le quartier jusqu'à ma voiture où elle s'installe en silence. Une vie tranquille et heureuse, hein ? La narguai-je sans pouvoir me retenir. Je l'entends soupirer tandis que j'accélère et son regard se perd dans le vague. J'imagine que tu avais raison. Il n'existe sans doute pas de monde parfait. De ça, je suis convaincue. Le nôtre ne serait pas si mal si nous n'étions pas traqués comme des bêtes de cirque. Où va-t-on ? Au commissariat. Juliette doit passer un interrogatoire et elle a besoin d'un avocat. Ah oui, le souvenir me revient. Ici, tu es avocate. Marrant. Pourquoi marrant ? Toujours agacée par son altercation avec Luc, la jeune femme est imperméable à toute tentative d'humour. C'est le premier monde où tu l'es, rien de plus, Lille. Ne prends pas tout ce que je dis pour argent comptant. Pourquoi l'interroge-t-il ? C'est une dissidente. Elle manifeste contre le gouvernement, entre autres. Une histoire de karma ? Son rire remplit l'habitacle. Il faut croire, répond-elle dans un sourire. Je m'inquiète, c'est sa 3e arrestation. Ils ont déjà un gros dossier sur elle. De quoi la garder un bon moment, sans compter ce qu'elle a déjà commis et qu'ils ignorent. Saucieuse, elle plonge la tête entre ses mains. Je sais à quel point ça peut paraître compliqué, mais il faut que tu réussisses à prendre de la distance. Ce n'est pas ta vie, ce n'est pas la Juliette que tu connais. Ne te confonds pas avec ton double, ou tu finiras par y perdre tous tes repères. « Quels repères ?» éclate-t-elle amère. « Je n'en ai aucun. Mes souvenirs ne sont pas les miens, ma vie n'est pas la mienne, je n'ai aucun pouvoir, aucun contrôle. Alors ne me donne pas de leçons, Adrien Conrad. » Je note les changements perceptibles dans le comportement de cette nouvelle Lila qui la rapproche davantage de sa réelle personnalité. Lila et son foutu caractère. Je te rappelle que je ne suis en rien responsable de tes pertes de mémoire. Ne me fais pas payer les pots cassés. Je serre le frein à main et sors du véhicule pour respirer le grand air. Le fait est que je n'ai aucun plan. Je fonctionne à l'instinct. Je devrais raisonnablement rentrer dans notre monde, mais un mauvais pressentiment m'en tient éloigné. Rien à voir avec mes sentiments pour Lila. J'essaie par tous les moyens de m'en convaincre. Une fois dans le commissariat, j'écoute d'une oreille distante sa conversation avec l'agent de police. Elle se tourne finalement vers moi, préoccupée. « J'ai droit à une entrevue de 10 minutes avec Juliette, pas plus. Ce n'est pas la procédure habituelle. Tu penses que je peux t'accompagner ?» Elle secoue la tête, les yeux rivés vers le couloir menant aux salles d'interrogatoire. Songe-t-elle à ces instants passés à Valéria, à supporter l'intolérable? Je refuse même d'imaginer ce que Luc lui a fait subir. Je la regarde s'éloigner, un petit pincement au cœur. Je ne dois pas perdre de vue l'essentiel, notre survie. Et si pour cela je dois la perdre, alors je m'y résoudrai.
Apercevant un petit meuble chargé de revues, je m'installe sur le banc inconfortable à disposition et me plonge dans les nouvelles de ce monde insolite. Malgré le brouhaha constant et les va-et-vient, je parviens à me concentrer sur un article dans une revue juridique annonçant les changements du code pénal. Devant la montée des dissidents, le gouvernement sévit. Je suis au moins ravi sur un point, mon père ne dirige pas ce monde de merde. Néanmoins, l'article très détaillé laisse entrevoir un renforcement des lois à l'encontre des rebelles de plus en plus nombreux. Je n'ai pas le temps de parcourir le texte en entier que Lila est déjà de retour. Son apparente fragilité me bouleverse. Les ténèbres hantent ses grands yeux, et pas que par leur couleur. Elle hésite un instant avant de se jeter dans mes bras et moi, j'aime cette absence de filtre qu'elle ne détient pas dans notre monde. Pour la Lila que je connais, tout n'est que retenue et maîtrise, sans nuance. Mais je suis persuadée qu'il suffit d'égratigner sa carapace pour faire surgir cette nouvelle femme. Je la serre contre moi et dépose un baiser vaporeux contre ses cheveux. On va sortir d'ici, Lil. Je ne suis pas à l'aise. Nous en savons trop peu sur ce monde pour l'instant. Elle hoche la tête sans desserrer son étreinte lorsqu'un vacarme attire notre attention. J'ai la sensation d'un déjà-vu terrifiant qui se répéterait à l'infini. Lila écrase du revers de la main les larmes silencieuses qui glissent le long de ses joues. Quant à moi, je ne peux soustraire mon regard de la scène qui se joue à quelques pas de nous. Un groupe de dissidents est escorté, menotté, vers l'extérieur, poussé brutalement par les hommes de loi impassibles. Nous les suivons pour les voir entrer dans un fourgon blindé. Je retiens Lila qui s'avance vers son ami, entrelaçant nos doigts. « Ce n'est pas ta vie !» soufflai-je, moins convaincu que je ne voudrais le paraître. Le convoi quitte le commissariat, Lila reste sans réaction, sous mon regard inquiet. « Circulez !» crache un agent en uniforme. La jeune femme se reprend et s'adresse à lui avec hargne. Selon l'article A425 du Code pénal réformé de 2012, un suspect coupable de rébellion, le Code pénal vient d'être révisé en accord avec le président de la Nouvelle République. Les actes de rébellion sont désormais passibles d'une peine bien plus lourde, maître Stevens, en l'occurrence la peine de mort. Lila se statufie tandis que je contracte ma mâchoire. Ce n'est peut-être pas notre monde, mais bordel, je lui casserai bien les dents pour me défouler. J'applique une légère pression sur l'épaule de Lila pour ne pas la brusquer, mais elle refuse de me faire face. Alors je la contourne pour me retrouver devant elle. « Je ne peux pas la laisser, Adrien. Il faut qu'on la sorte de là. On peut intercepter le fourgon ou… » Je la fais taire d'un baiser sur ses lèvres gelées. Je sais à quel point c'est injuste, murmurai-je contre sa bouche. Et tu sais à quel point je me suis sentie investie dans la destruction de Valéria. Cette dualité qui s'affronte en toi, je la connais. Ce sentiment de confusion lorsque tu fusionnes avec ton double. En général, il faut quelques jours pour ressentir cet état, mais de par ta perte de mémoire, il semble que ce soit plus rapide pour toi. Écoute-moi bien, Lila. On va devoir voyager un peu tous les deux, et donc passer dans différents doubles. Il ne faut pas te laisser bouffer par tes émotions, ou tu n'y survivras pas. Ses traits sont désormais striés de larmes. Elle se décompose sous mon regard impuissant. « Elle va mourir, elle… » Tu n'en sais strictement rien. Ce monde est ce qu'il est, mais ce n'est pas Valéria. Elle ne sera pas fusillée sur la place publique. Elle bénéficiera d'un procès. Et cette Lila la défendra. Ni toi, ni moi ne connaissons l'issue. Regarde-moi, Lil. J'accroche son regard et m'adresse à elle de façon déterminée, même si au fond de moi, je me sens dépitée par cet éternel recommencement sur lequel je n'ai aucune prise. On ne va pas rester. J'ai eu tort. On va changer d'univers, le temps de rassembler ce que tu peux de ta mémoire, même des bribes qui pourraient être utiles, puis on rentrera. Pas le choix. Quand je la raccompagne, nous restons immobiles dans la voiture, et mon regard s'échappe vers l'horizon. Les pensées se bousculent dans mon esprit sans que je ne sache y mettre de l'ordre. La petite voix fluette de Lila les interrompt. « Tu veux bien m'expliquer comment on est capable de voyager entre les univers ? Est-ce qu'on le fait tous dans notre monde ? » Non, nous sommes très peu nombreux à pouvoir le faire. C'est un peu compliqué à expliquer, débutai-je en me remémorant les cours de l'Institut. Mais je vais simplifier. Dans notre cerveau se trouve une petite glande appelée glande pinéale, ou épiphyse, si tu préfères.
Elle sécrète des hormones permettant la régulation du sommeil par exemple. En cas de stress intense, elle se met parfois à synthétiser du DMT, une sorte de drogue qui conduit à une expérience de mort imminente. Notre faculté vient de là. On est presque mort, Lila. Et pour une raison inexplicable, notre glande a persisté à sécréter le DMT. Je ne suis pas sûre de comprendre. En fait, l'épiphyse est l'unique organe du corps directement relié à la 4e dimension, l'espace-temps. Elle est capable de détecter des dimensions invisibles aux yeux ordinaires. Dans notre cas, la glande a continué de synthétiser cette drogue et par cette voie nous a permis de voyager entre les mondes. En gros, à chaque voyage, on meurt, littéralement. C'est tellement plus que ça, mais je ne veux pas la troubler avec les expériences, les ondes infligées à notre cerveau par l'Institut et tout ce que ça implique. Lila se mure dans un silence assourdissant. Je cherche sa main que j'ai bien du mal à lâcher, et les paroles s'échappent de mes lèvres sans que je n'ai la force de les retenir. Ça me rend dingue de te laisser ici, avec lui. Elle tressaille lorsque je frappe le volant du poing, puis pose sa main sur la mienne, comme pour sceller ce moment particulier. Aucun de nous ne se risque à regarder l'autre. Nos yeux se perdent dans la contemplation du parking dans lequel j'ai garé la voiture. Lila se tourne finalement vers moi après quelques instants de silence et fait pression sous mon menton pour que j'ose enfin lui faire face. « Regarde-moi, Adrien. Peu importe mes souvenirs perdus, peu importe les difficultés passées et à venir. Je suis tombée amoureuse de toi, Valéria. Rien ne pourra changer ça, tu m'entends ?» Je hoche la tête, esquisse un semblant de sourire tandis qu'elle presse ses lèvres contre les miennes. Je m'accroche à son étreinte, à ses promesses au goût amer de l'éphémère. Je savoure l'instant présent, car moi je sais que tout va exploser, mon cœur en première ligne, sans possibilité de fuite. Ma main frôle sa joue, descend le long de son bras, puis trouve refuge sous son t-shirt. Sa peau frissonne sous mes doigts. Elle lâche un léger râle que je capture en intensifiant notre baiser. C'est imprudent, j'en ai conscience. Mais le danger a ce petit quelque chose d'excitant. Tandis que son sein se dresse sous l'effet de mes caresses, je me sens perdre pied. Mon autre main s'aventure sous sa jupe. J'ai tant besoin de sentir sa chaleur, de me rassurer, même si c'est totalement puéril. Alors que je cherche à l'attirer sur moi, Lila se détache de mes lèvres et pose son front sur le mien, le souffle court et les yeux clos. La pénombre nous enveloppe. La nuit ne va pas tarder à tomber totalement. Lila n'est éclairée que par la lueur vacillante du lampadaire qui fait danser les ombres dans ses cheveux corbeaux. Elle est belle, éclatante. Trop. Je sens déjà la brûlure et la douleur s'insinuer avec perfidie dans mon cœur meurtri. J'ai tant lutté pour ne pas en arriver là. J'ai tant envie de lutter pour ne pas la voir m'échapper. Il faut que je rentre, sinon je risque de paraître suspecte. J'acquiesce, je n'ai plus rien à dire. Elle dépose un dernier baiser contre ma joue avant de disparaître dans la nuit. Quant à moi, je reste dans la voiture à la sérénité si trompeuse. Perdu dans mes pensées, j'oublie l'heure pour réfléchir de façon calme et posée. Il faut que je pousse Lila à se souvenir. Trouver un déclencheur. C'est le seul moyen d'avoir nos réponses. Je rebrousse enfin chemin vers chez moi sans entrain. Lorsque je pousse la porte, Alana m'attend sur le petit canapé du salon. Elle se redresse à mon arrivée, ses yeux verdoyants lancent des éclairs. Le corps moulé dans une robe rouge cintrée, sa chevelure rousse à la garçonne. Elle est sexy, sans conteste. Je ne peux qu'apprécier ses courbes, mais aussi la petite fille au grand cœur qu'elle n'a jamais cessé d'être. Sa fragilité m'a toujours touchée, même dans ce corps de vampe. « Où étais-tu » m'agresse-t-elle sans détour. Si je ne me remémore aucune tension entre mon frère et moi, en revanche, je sens que dans ce monde, mon couple s'enlise. « Pourquoi tant de hargne » plaisantai-je en embrassant sa joue. Elle se détourne au dernier moment et se plante face à moi, les mains sur les hanches. « Te fous pas de moi, Adrien? Tu étais avec Lila ?» J'accuse le coup et fronce les paupières. Visiblement, la tension n'affecte pas que notre couple.
ce n'est pas non plus la franche camaraderie entre les deux jeunes femmes, d'après les souvenirs qui remontent à la surface. Luc m'a demandé de la conduire au commissariat, ce que j'ai fait. J'aurais dû te prévenir, désolé. Affaire close. Je la contourne et pose mes clés dans un petit panier près de l'entrée. Notre maison est moins luxueuse que celle de mon frère, mais somme toute coquette. Les tons taupes des murs et la décoration moderne d'Alana la rendent accueillante, malgré sa taille modeste. La jeune femme m'agrippe l'épaule et je fais demi-tour. Je suis tentée de l'envoyer paître, mais je me ravise. Je ne dois pas interférer dans la vie de mon double. Peut-être qu'en le répétant suffisamment, je finirai par m'en convaincre, parce que j'ai quand même bien dérogé à cette règle lorsque j'étais à Valéria. J'ai semé le trouble, joué avec le feu, et je ne vais pas tarder à récolter la tempête. Tu crois que je ne vois pas comment tu la regardes? Vous avez une liaison? Arrête tes conneries, ta jalousie t'aveugle. Il n'y a strictement rien entre elle et moi, c'est la femme de mon frère, bon sang. Ma salive fait fausse route sur ces dernières paroles. Quel hypocrite. Pourtant, je sais que dans ce monde, Lila et moi ne sommes pas amants. Alors je me dois d'être convaincant. Les larmes noient ses jolis yeux verts d'eau, et je m'approche pour la serrer contre moi. Je te jure que tu n'as rien à craindre. Ce soir-là, je m'endors, la jeune femme entre mes bras, alors que mes pensées naviguent bien loin d'elle. Au milieu de la nuit, la sonnerie d'un texto me réveille. Je coule un regard vers Alana, profondément endormie, avant de saisir mon téléphone. Mon cœur s'accélère. C'est un message de Lila. « Es-tu réveillée ?» Je n'ose imaginer la réaction d'Alana si elle était tombée sur le texto. Je me hisse hors du lit, dévale les escaliers à pas de loup et allume la lumière de la cuisine. Puis je compose fébrilement le numéro de la jeune femme. « Est-ce que tout va bien ?» Mon ton est encore ensommeillé, mon esprit embrumé. Pourtant, je note l'émotion qui étreint sa voix lorsqu'elle me répond. « Je veux partir d'ici, Adé. » Je tique sur le surnom qu'elle n'a employé avec moi que lors de l'une de ses visions du passé. Je me racle la gorge avec nervosité. A-t-elle retrouvé la mémoire? Prends ta voiture et rejoins-moi dans le petit hôtel à l'extérieur de la ville. C'est un peu glauque, mais il vaut mieux que personne ne nous croise ni ne nous voie ensemble. J'entends qu'elle claque une porte, puis la verrouille. Son nom? Sa voix, qui désormais est dépourvue d'affect, résonne dans la nuit et relance ma nervosité. Dream. J'y serai dans 10 minutes. À l'arrêt devant l'hôtel, j'attends Lila, terrée dans mon véhicule. Je me frotte le visage, songeur, lorsque j'aperçois les phares de sa voiture. Je lui fais signe de me suivre. J'ai eu le temps de réserver une chambre un peu à l'écart des autres dans cet hôtel à l'aspect défraîchi. Une légère odeur de désinfectant me titille les narines dès que je pose un pied dans la chambre. Mon regard s'attarde sur la moquette décrépite qui se relève à certains endroits. Parfait guet-apens. Désolée, ce n'est pas le grand luxe. Je n'ai pas franchement l'habitude des hôtels en même temps. Enfin, je crois. Lila lisse nerveusement sa chevelure qu'elle a laissée libre. Ses boucles retombent sur ses épaules. Son regard se fait fuyant. Je m'éclaircis la voix avant de rassembler mon courage. Tu vas m'expliquer ce qui se passe. Ses traits se durcissent. Elle croise les bras de manière hostile, avant de plonger son regard issu tout droit des ténèbres dans le mien. Je me souviens de certaines choses. Chapitre 4. Lila. 5 ans plus tôt. Mes talons claquent sur le sol aseptisé de l'institut, le regard fixé droit devant moi. Je déambule dans une apparente décontraction. Pourtant, je tente de maîtriser le léger tremblement de mes doigts lorsque j'actionne la poignée de sécurité menant à la salle commune. Je n'ai pas franchi ces murs depuis plus de 10 ans. Les souvenirs m'assaillent. Mon cœur accélère sa cadence. Je sais pourquoi je suis ici. Je sais pourquoi il a concédé à m'engager. Je connais ces lieux comme personne. J'absorbe quelques bouffées d'oxygène tandis que Colin de Jade vient à ma rencontre. Businessman qui atteindra prochainement la quarantaine, son sourire sonne aussi faux que son regard enjôleur. L'associé de mon père ne m'a jamais inspiré confiance. « Bonjour Lila, Charles vous attend dans son bureau. » Je fais marche arrière et entre d'un pas hésitant dans la pièce exiguë chargée de papiers. « Installe-toi, Lila. » Mon père m'indique une chaise face à lui.
remet en place une pile de dossiers, avant d'enfin lever les yeux sur moi de façon protocolaire. Le docteur Moreau a pris sa retraite le mois dernier. Comme nous avons un peu accéléré les séances ces derniers temps, quelques fâcheuses conséquences sont apparues. Je sais tout ça, papa. Il fronce les sourcils, cache son insatisfaction derrière un bruyant soupir. J'ai terminé mes études de médecine à peine 2 mois auparavant. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.